rappelle justement étrangement par certains aspects ceux menés par les républicains et Donald Trump en particulier aux États-Unis, notamment dans leur défense de la liberté, de la souveraineté des peuples. Avez-vous le sentiment que ce courant d'idées subit une guerre de l'information et qu'une forme de censure gagne la France ? Alors bonjour à tous. D'abord, je vais répondre évidemment à la question. Je voulais remercier évidemment les organisateurs de ce bel événement, nécessaire, utile, inédit, il faut le dire. Et je constate que mois après mois, personnellement, et je crois que c'est le cas de plusieurs participants qui m'ont précédé, nous avons la chance de participer à de plus en plus de tables rondes sur la liberté d'expression. Ce qui est le signe d'abord qu'il y a un problème, évidemment, mais c'est aussi le signe que ça commence à bouger, qu'il y a une prise de conscience réelle qui se fait jour. Alors, je vais répondre très précisément. Beaucoup de choses avec lesquelles je suis en parfait accord ont été dites avant moi par André Berkoff puis Nicolas Dupont-Aignan, et je ne vais pas tout répéter. Simplement, j'insisterai dans une deuxième partie sur un point qui me semble important. On ne peut pas retrouver notre liberté si nous ne reprenons pas notre souveraineté. Et je crois que ces deux combats-là sont intimement liés. On se libérera et on libérera la parole si on libère la France et nos pays. Et les États-Unis, peut-être plus protégés par ce premier amendement, ne sont pas à l'écart non plus de cet encerclement par des organisations supranationales ou des fondations, des choses inquiétantes, mais je vais donner des exemples très précis, et qui croient pouvoir décider à la place des peuples et nous dire ce qu'on a le droit de penser et pas le droit de penser. Moi, je considère qu'il y a eu une rupture avec le Covid. Oh, la liberté d'expression n'allait pas bien déjà avant. On a tous ici le souvenir du référendum en France sur la Constitution européenne en 2005, qu'un ancien Premier ministre, d'ailleurs Laurent Fabius, qui était pour le nom d'ailleurs, avait qualifié de propagandum. Et c'était déjà pas bien glorieux. Mais ça s'est considérablement aggravé avec le Covid. Et on a assisté à ce que le penseur Emmanuel Todd appelle des flashs totalitaires. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le droit de penser, on n'avait plus le droit de dire. Ce qui ne nous a pas empêché de le faire, hein, et bruyamment. Orwell a été battu. Et je voudrais donner un premier exemple. La première manière de lutter contre notre liberté d'expression, c'est d'abord la censure pure et simple, l'interdiction. Et la deuxième manière, c'est les choix éditoriaux. Mais d'abord, il y a eu, et ça c'était quand même assez nouveau, une censure pure et simple. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas, et c'est encore à moitié le cas aujourd'hui, hein, vous ne pouviez pas interroger l'origine du Covid. Vous ne pouviez pas interroger les mesures de confinement, l'efficacité des vaccins, les effets secondaires aujourd'hui, sans être simplement interdits, bannis, censurés. Votre compte sautait, votre chaîne YouTube sautait, vos publications étaient censurées. Et là, c'était de la censure pure et simple grâce aux nouvelles technologies. Je vous signale qu'il y a d'autres exemples qui sont américains, mais qui nous concernent, y compris nous. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouviez pas évoquer, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore possible aujourd'hui, l'idée qu'il y a pu y avoir une fraude en 2020 lors de l'élection présidentielle américaine. Ça faisait sauter votre compte de Twitter ou du temps de l'ancienne équipe, hein, ou votre chaîne YouTube, etc. Vous ne pouviez pas au départ, maintenant on peut, hein, parce qu'on sait que c'est vrai, vous ne pouviez pas parler de l'affaire Hunter Biden. Y compris en France, hein. Pourtant nous on pourrait se dire on est quand même très éloigné de tout ça, bah non, ça faisait de la même manière sauter votre compte. Et donc là c'est le premier exemple, c'est-à-dire qu'on est revenu à un régime de censure, pur et simple. C'est-à-dire qu'on avait certains sujets étaient interdits. Mais c'est vrai que l'immense majorité du problème concerne davantage des biais, des choix éditoriaux. Et là, moi je vais commencer par citer, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, l'ancienne directrice de la rédaction de BFM TV, qui s'appelait Céline Pigalle, et qui, à la fin du Covid, a dit, dans une conférence, on a la vidéo, hein, elle a dit oui, on avoue, on assume, sur le Covid, on a suivi complètement le narratif gouvernemental, du ministère de la Santé, bon, parce qu'il ne fallait pas, je cite, troubler les gens, et il ne fallait pas fragiliser le consensus social. Donc, on assume qu'on refuse le débat et la liberté d'expression pour ne pas fragiliser le consensus social. Avec ce genre d'argument, vous pouvez refuser tout débat, vous pouvez interdire tout débat, hein, parce que ça peut être vrai sur tous les sujets. Et d'ailleurs, ils l'ont fait sur d'autres sujets.
Alors nous, on a, et Nicolas y était souvent, et effectivement, et puis il a lutté activement, y compris à l'Assemblée nationale sur ce sujet, et moi-même, comme président d'une formation qui s'appelle Les Patriotes, j'ai organisé beaucoup de manifestations sur cette affaire, sur le Covid, contre les confinements, les passes, etc. Et elles ont été, alors je vais vous dire, il y avait deux manières de traiter par les médias, soit elles étaient invisibilisées, c'est-à-dire que pour les médias, y compris quand il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes, elles n'existaient pas. J'ai cette anecdote. En septembre 2022, nous avons fait une manifestation. Le soir, LCI a dit « La télévision russe a fait croire qu'il y avait aujourd'hui une manifestation en France, à Paris. » En montrant des images, en disant « Cette manifestation n'a jamais existé. » Pourtant, le paradoxe, c'est que ce jour-ci, on avait fait partir la manifestation justement du siège de l'AFP. On était en bas des fenêtres de l'AFP. On les voyait d'ailleurs prendre des photos. L'agence France Presse. Donc alors, on a saisi l'Arcom. Ils ont quand même eu un espèce de carton jaune. Bon, mais ça n'est pas allé beaucoup plus loin que cela. Donc soit invisibilisé, soit dénigré. Quand vraiment il y avait énormément de monde, ils venaient, mais c'était simplement pour cracher sur les manifestants et sur les mots d'ordre. Il n'y avait aucun autre biais éditorial dans aucune chaîne. C'est ça qui est inquiétant. Vous n'aviez pas au moins... sauf peut-être l'émission d'André Berkoff sur Sud Radio, mais à part cela, vous n'aviez pas une seule chaîne qui avait un autre angle pour traiter le débat. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Pas une radio, pas une télévision. C'était vraiment du copier-coller, dans le dénigrement, bien sûr. Et puis là-dessus, il y a le rôle aujourd'hui, et ils ont un rôle qui est devenu essentiel, mais ils sont très fragilisés. C'est les fact-checkers. Je pense que vous les avez aussi aux États-Unis. C'est-à-dire ces gens qui sont le ministère de la vérité. Eux, ils vous disent ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon. Et ils ont joué un rôle considérable dans cette affaire, même si en France, ils ont été pris dans un scandale, pris dans la main dans le pot de confiture du fonds Marianne, et ils ont du mal à se dépêtrer de tout cela. Mais les narratifs ensuite se sont succédés sur l'Ukraine. Pendant 18 mois, on a été insultés pour avoir dit qu'il fallait arrêter de sacrifier des gens pour rien. La contre-offensive allait être un échec. Aujourd'hui, ils le reconnaissent tous, ils l'avouent tous, mais on a perdu 18 mois et quelques dizaines de milliers de vies entre-temps. Le climat, Nicolas le disait, mais c'est vrai, on ne peut pas du tout avoir le moindre débat sur ce sujet-là. Ça fait partie des interdits. Donc on vous explique que quand il fait froid, c'est la météo, quand il fait chaud, c'est le climat. Voilà. Et si vous osez penser ou lire ou dire d'autres choses, parce qu'il y a d'autres travaux, il y a des universitaires, il y a des experts, il y a des scientifiques qui travaillent, non pas qui remettent en cause tout, mais ils ont le droit quand même de débattre. Non, ça c'est pas possible, ça fait partie de la religion. Et puis il y a un autre sujet qui est interdit de débat en France, qui est la question européenne. Elle est largement interdite. Savoir est-ce qu'on peut débattre de notre appartenance à l'Union européenne, du Frexit, c'est un débat qui n'existe pas à la télévision française. Pourtant, dans les sondages, il y a 30, 35, 40% des Français qui sont pour. Peut-être parce qu'on a la réponse, c'est Macron qui l'a donné lui-même à la BBC en interview en 2018. Le journaliste lui avait dit pourquoi vous ne faites pas le même référendum que chez nous sur le Brexit en France? Il avait répondu parce que si on le faisait, on aurait le même résultat, c'est-à-dire une victoire du Frexit. Donc ceci peut expliquer cela. Et puis je vous dis, les sujets débordent en termes de choix éditorial. Trump, puisque je sais qu'ici il y a beaucoup d'Américains, et systématiquement, je crois que je n'ai jamais lu en France un seul article, au moins neutre. Je ne dis pas favorable, il n'y en a pas. Mais je dis au moins neutre sur Donald Trump, qui parlerait vraiment de ce qu'il a fait, ses succès économiques par exemple, ou d'autres choses. C'était systématiquement du dénigrement. Les errances par contre de M. Biden ne sont jamais traitées, ou on les voit quasiment pas. On dénigrait le mur de Trump, et quand Biden reprend le mur, on ne dit pas un mot. Donc il y a une espèce de deux poids deux mesures permanent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ceci dit, je pense que ça n'est pas foutu, bien au contraire. Merci beaucoup Florian Philippot, on peut vous applaudir. Alors, juste un petit mot sur comment lutter contre cette censure. 2 minutes. Je dis juste un mot, puisque en 1 minute, je pense que ça n'est pas du tout terminé. Ça bouge beaucoup ces derniers temps. Il y a eu aux États-Unis des commissions d'enquête sur les réseaux sociaux et liées au Covid, et en sont sorties beaucoup de vérités. Depuis qu'il a repris Twitter, X, Elon Musk a fait sortir les Twitter Files, et on apprend énormément de choses.
Nous avons vu en France les fact-checkers qui ont voulu lancer cette opération No Twitter Day en disant qu'il faut censurer Twitter parce que c'est plein de désinformation. Ça a été un bid monumental. Il n'y a jamais eu autant d'activité ce jour-là sur X Twitter. Nous voyons le phénomène Tucker Carlson qui fait des centaines de millions de vues sur le réseau, bien plus que quand il était chez Fox News. Et évidemment, je le disais, nous avons ce combat à mener au niveau supranational. Le règlement européen DSA est une catastrophe. Il vient de l'Union européenne. Toutes les problématiques de monnaie et d'identité numérique, bien sûr. Mais au-delà de ça, nous avons l'OMS de plus en plus qui veut imposer un narratif avec un traité mondial contraignant, juridiquement contraignant sur les pandémies. L'Union européenne et la fondation Bill Gates qui a sorti avant-hier son opération 15-5. Dans 5 ans, 50 pays auront au moins l'identité numérique, l'euro numérique, etc. On voit bien que ça, c'est un arc supranational. Et la seule solution, c'est qu'on s'en défasse. Voilà. Que nos pays redeviennent parfaitement libres, qu'on se souvienne qu'à la fin, ce sont les peuples qui sont les souverains et pas ces gens-là, y compris s'ils ont des milliards de dollars ou des milliards d'euros. Je crois que le combat pour la souveraineté et la liberté d'expression, il va totalement de pair. Merci beaucoup. Merci Florian Philippot.